Bonjour. Je fais une petite vidéo parce que il y a des petites actualités intéressantes à évoquer. Je vous parlerai d'un article sur Stonehenge qui est sorti il y a quelques jours, en réponse à un article qui était sorti il y a un an. Et puis, avant de vous parler de Stonehenge, je reviens un petit peu sur la conférence que j'ai donnée le 25 février sur l'énergie nécessaire pour la construction de la Grande Pyramide. Alors cette petite vidéo, elle a pas mal de succès, donc c'est une conférence d'1h30 qui est en accès libre sur la chaîne YouTube et sur le site Message de la Nuit des Temps. Et elle plaît beaucoup, il y a beaucoup de gens qui la regardent. J'ai vu passer beaucoup de commentaires, j'ai vu passer des questions, donc je vais un petit peu y répondre, il y a des questions intéressantes. Et puis, j'ai pas vu passer vraiment de critiques ou d'erreurs que j'aurais pu faire. Il y a des gens qui font des commentaires parfois de critique entre guillemets, parce que c'est pas vraiment la critique, en fait, c'est plutôt des gens qui disent oh c'est n'importe quoi, et sans avoir d'argument. Donc j'ai vu passer vraiment aucun point permettant de discuter cette conférence, en tout cas, mais des questions intéressantes par contre. Alors une question qui revient souvent, c'est oui, mais peut-être que pour avoir suffisamment d'énergie, en tout cas pour réduire pour se simplifier le problème de l'effort que ça représente de déplacer les blocs, peut-être que les Égyptiens ont utilisé du géopolymère pour fabriquer la pyramide. Et puis parfois j'ai pu lire aussi une fois ou deux, mais dans la pyramide, c'est pas que des gros blocs, c'est aussi parfois du gravat à l'intérieur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, déplacer des blocs d'environ 2 tonnes, c'est presque le meilleur compromis en termes d'énergie. C'est-à-dire que si vous construisez la pyramide avec des petits cailloux, certes, c'est facile de déplacer des petits cailloux, mais ça vous coûte beaucoup d'énergie à chaque transport de déplacer un petit caillou et de revenir, parce que quand vous déplacez votre objet, vous vous déplacez vous aussi, et ça vous coûte de l'énergie. Si vous déplacez des objets qui font une masse considérable, ça devient aussi trop coûteux en énergie. En fait, il y a une sorte de rapport optimal. Et il semblerait que la dimension des blocs dans la grande pyramide soit justement dans cette zone de taille optimale qui permet, avec le moyen de transport qui est proposé, c'est-à-dire un transport sur des traîneaux de bois qui peuvent éventuellement glisser sur une autre surface en bois, sur des rails en bois, il semblerait que le meilleur compromis pour pour réduire la quantité d'énergie soit des blocs de 1 à 3 tonnes à peu près. Et donc, déplacer, en fait, si on voulait faire une pyramide en géopolymère, ça nous coûterait plus cher. Parce que se déplacer avec des sacs de 10-15 kilos, qu'on verse ensuite dans des coffrages, plus de l'eau, et bien ça, pour faire un bloc, ça demande plus d'énergie que d'en tailler un, de le déplacer et de le poser. Et il faut bien comprendre que le géopolymère, c'est du calcaire qu'il faut broyer aussi. Donc le coût énergétique pour broyer un mètre cube de calcaire va être encore supérieur que pour extraire un mètre cube de calcaire. Donc il y a quand même le géopolymère ne permet absolument pas de répondre à la question de l'énergie nécessaire pour déplacer une masse d'un point A à un point B qui en plus est plus haut. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas trop évoqué cette question-là. Je sais que pas mal de gens connaissent les travaux de Joseph Davidovich. Euh, c'est quelque chose qui, de toute façon, n'est pas possible à vérifier pour nous. C'est très difficile d'aller vérifier que les pyramides sont faites de cette manière-là. Même s'il est possible que par endroits, il y a des blocs qui peuvent avoir été faits, effectivement reconstitués. Peut-être que c'est possible. Que les Égyptiens aient maîtrisé une sorte de béton à base de calcaire. On le voit bien des choses troublantes, notamment près du Sphinx. Il y a des temples, le temple de la vallée. Il y a des énormes blocs de 2 à 300 tonnes de calcaire qui ont l'air d'être vraiment une sorte d'agencement de blocs de béton agglomérés, béton calcaire. Donc peut-être, mais il n'empêche que pose ça ne permet pas de simplifier ce problème de l'énergie. Il faut bien comprendre ça. Et l'usage de gravats à l'intérieur, à la place de grands blocs, c'est pareil, c'est le même problème. Plus vous allez vous déplacer avec des petits seaux de gravats, plus ça va vous coûter cher en énergie. Je pourrais vous donner un exemple. Si vous avez par exemple des sacs de ciment, allez, c'est un peu lourd, mais des sacs de granulés de bois par exemple qui font 15 kilos pour les chaudières à bois granulés,
Eh ben, quand vous déplacez sur une vingtaine de mètres vos sacs pour les ranger, si vous les prenez un par un, vous faites vos allers-retours, vous allez dépenser bien plus d'énergie que si vous les prenez deux par deux, même si en prendre deux, c'est plus lourd. L'effort à fournir est un peu plus intense, mais sur l'ensemble du transport, ça vous aura coûté moins d'énergie d'en déplacer deux par deux que les déplacer un par un. Voilà, c'est un exemple que je voulais vous donner pour essayer de vous faire comprendre cette problématique du transport. Voilà, donc je vous invite à regarder cette conférence. Il y a un article qui est sur academia.edu qui reprend les grandes lignes de cette conférence, qui est un peu plus documenté, avec pas mal de réflexions, beaucoup de sources, la méthode de calcul. Le bilan de tout ça, c'est que je pars, bien sûr, oui, ça je l'ai pas précisé, mais il y a des gens aussi qui m'ont fait des remarques parce qu'il y a d'autres propositions pour la construction de la pyramide. Alors oui, il y a d'autres propositions, mais moi, ce que j'ai voulu faire, c'est j'ai voulu partir de ce que les égyptologues proposent, et non d'autres hypothèses. Parce que peut-être qu'effectivement c'est fait autrement, mais les égyptologues nous proposent une version, à savoir on a des carrières qu'ils ont localisées, ils nous disent c'est ici qu'on a taillé les blocs, ils nous disent on les a transportés de là jusqu'à la pyramide avec des traîneaux qu'on a tirés avec des cordages et des humains, hein, pas des animaux. Donc je pars vraiment de ce qu'ils nous ont dit. Et ils nous disent on le fait ça en 20 ans. Et moi je calcule pour voir si c'est tenable. Et le calcul donne la réponse par la négative, ce n'est pas tenable. Tel qu'il nous le propose, avec le personnel disponible, qui je le rappelle n'est pas de 10 ou 20 000, mais de 2 000 à 4 000 au maximum. Vous pouvez voir ça dans des bouquins récents, notamment Marc Lemaire. Le livre qui s'appelait The Complete Pyramid, il estime entre 2 et 4 000 personnes, parce qu'ils n'ont aucune preuve archéologique au-delà de ce nombre-là. Euh, donc, je pars de leur proposition de départ. Et il est tout à fait compréhensible que les égyptologues n'aient pas fait ce calcul. Alors, pour deux raisons. Déjà, ils n'ont pas les compétences pour faire le calcul de l'énergie nécessaire. La plupart des égyptologues, archéologues, historiens ne sont pas compétents en bioénergétique, en mécanique et en physique pour faire ce genre de calcul. Par contre, ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils ne se soient pas posé la question et qu'ils se soient contentés de déplacer un bloc sur quelques dizaines de mètres pour se satisfaire d'une réponse qui conforte des thèses qui se construisent au fil du temps. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous donner comme retour sur cette conférence, sur ce que j'ai comme retour. Et puis, oui, récemment, j'ai vu passer un article sur Stonehenge, qui est passé dans le magazine Géo, qui a été repris par quelques autres médias, comme 20 minutes par exemple. Et cet article sur Stonehenge, il dit que Stonehenge n'est pas un calendrier, voilà, c'est pas quelque chose qui sert de calendrier. Et l'année d'avant, en 2022, en mars 2022, il y a des chercheurs qui ont publié un article dans la revue, je crois, Antiquity, qui est édité par Cambridge, par l'université de Cambridge. Et ces chercheurs disaient en 2022, ils pensaient que Stonehenge pouvait être un calendrier permettant de prédire, enfin, en tout cas de donner les 365 jours, un quart. Alors, ces chercheurs, il y a un an, donc, avaient fait, c'est vrai, une estimation à partir du nombre de pierres présentes sur le site. Ils avaient constaté qu'il y avait 30 pierres pour former le cercle principal de Stonehenge. Et en multipliant 30 par 12, ça faisait 360, peut-être 360 jours. Et pour avoir les 5 jours manquants, leur hypothèse était d'expliquer qu'il y avait des trilitons qui forment un fer à cheval à l'intérieur, et il y avait 5 trilitons. Et que donc ces 5 trilitons représentaient les 5 jours supplémentaires. Et puis le quart de jour qu'il manque, eh bien, ils voulaient le représenter avec les 4 pierres qui se trouvent autour du cercle. Et donc ces 4 stations stone seraient justement les pierres qui, tous les 4 ans, symboliseraient les 4 années bissextile, en fait, où on rajoute un an. Donc voilà, c'était un travail que ces chercheurs avaient fait de manière numérique à partir des pierres disposées. Ils avaient essayé de voir s'il y avait dans le nombre de pierres une relation avec un calendrier. Moi je trouve ça pas du tout idiot. Je rappelle que le mécanisme d'anticitaire, c'est quelque chose qui repose sur des nombres, c'est des engrenages qu'on va faire fonctionner entre eux.
Et avec ça, on pouvait donner un calendrier astronomique. Alors donc ces chercheurs avaient tenté de faire la même chose sur Stonehenge, donc c'était un article voilà, qui n'est pas inintéressant, mais qui est, je dirais, partiel, parce qu'il y a d'autres choses à dire. Et puis là, donc en mars 2023, il y a un article qui a été publié par deux archéo-astronomes, Giulio Magli et Jean-Paul Belmont. Alors je connais ces deux archéo-astronomes, hein, ils ont publié des articles intéressants, en Égypte notamment. En général, je trouve leur travail intéressant, mais là, ils sont pas d'accord avec les Anglais, et donc ils ont fait un article pour contester l'article des Anglais qui évoque l'idée d'un calendrier de 361 jours, un quart. Alors pour eux, l'interprétation numérique est pas convaincante, et puis surtout, ce qui les étonne, c'est que ce système de 365 jours, c'est quelque chose qui existait en Égypte, et donc ils voient pas comment le Stonehenge aurait pu utiliser le même type de calendrier, c'est-à-dire 12 fois 360, 12 fois 30 égale 360 plus 5 jours. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en Égypte. Et donc, le fait ils comprennent pas comment on peut passer de l'Égypte à Stonehenge, et bien du coup, ils ont plutôt tendance à dire que l'hypothèse de ces chercheurs n'est pas bonne. Moi, je pense que ils se trompent. Je pense que Belmonte et Magli se trompent. J'ai fait récemment donc un petit documentaire sur les îles des Orcades en Écosse où il y a des mégalithes et le titre s'appelle Orcades, la connexion égyptienne et je montre justement des relations particulières entre l'Égypte et les Orcades qui montrent qu'il y a une connaissance commune à la base de la conception des sites mégalithiques des Orcades et qu'on retrouve également en Égypte et notamment de la métrologie. Et puis, on sait très bien que dès le néolithique, il y avait des déplacements sur des milliers de kilomètres déjà. On a retrouvé à Karnak des pierres en hache, des haches en jadéite, qui sont venues de très loin, de plus jusqu'à 1500 kilomètres. Donc il y avait déjà du transport, des échanges de marchandises, des échanges d'objets, déjà il y a 5000 ans, 6000 ans. Donc c'est pas du tout impossible en fait de dire qu'il y a des relations scientifiques à un moment donné entre des habitants qui vivaient en Europe et des habitants qui vivaient dans le nord de l'Afrique. Euh, donc voilà, et puis je rappelle qu'à Stonehenge, il y a aussi énormément de relations qui sont liées à la Lune. Il y a des chercheurs qui ont publié il y a longtemps des propositions. Alors je vais citer Hawking, il est juste là. Et donc dans ce livre, il explique comment Stonehenge peut être quelque chose qui permet de prédire les éclipses. Et pour ça, il donne un certain nombre d'éléments, puisqu'autour du cercle de pierre, il y avait 56 trous de poteaux en bois. Et ces 56 trous, pour lui, représentent 3 fois 18,6 ans, qui est un cycle lunaire. Il évoque également 19 pierres qui constituent le cercle de fer à cheval, qui correspond au cycle de Méton, un cycle lunaire. Et puis surtout, ils insistent sur le fait qu'il y a 30 pierres de sarcelles, et que ces 30 pierres ont un intervalle régulier, sauf un ensemble où il y a un intervalle plus court, 2 fois plus petit. Et du coup, ça nous fait 29 intervalles et demi. Et la Lune apparaît en pleine Lune tous les 29 jours et demi. 29,53 pour être exact. Et puis, il montre également qu'il y a des cercles qui ont existé avant, donc les cercles Y, Z, qui sont plus visibles aujourd'hui, mais on sait qu'il y a eu des fouilles qui ont été faites, et il constate qu'il y a un enchaînement. Plusieurs reprises, on retrouvera des cercles qui font 29 et 30 pierres, ou poteaux en bois, on ne sait pas toujours. Or, 29 plus 30, c'est quelque chose qui permet tout à fait de faire ce passage de 29,5 jours. Donc il donne des indices comme ça, et il explique comment, concrètement, on pourrait utiliser cet assemblage pour prédire l'arrivée des éclipses. Donc je ne vais pas vous donner le détail là, ceux que ça intéresse, allez lire le petit bouquin. Il y a des articles aussi sur Internet, mais il y a énormément d'éléments
qui indiquent que Stonehenge est quelque chose qui est en lien avec l'astronomie. Et il y a énormément de publications qui le soutiennent. Alors des fois, il y a des discussions, effectivement, pour savoir si c'est... Est-ce que c'est ça? Et notamment à propos de ce calendrier sur 365 jours, un quart, qui est proposé par ces chercheurs, qui était proposé il y a un an. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était voilà, une petite information. Et j'ajoute, ça me fait rebondir sur une chose, je vais sortir prochainement une petite vidéo où je vais faire la critique d'un post qui a été fait par Cyril Chéniaud, qui est le médiateur scientifique du musée de Karnak, qui récemment a fait un post en disant que les dolmens dans la région de Karnak n'avaient aucun rapport avec l'astronomie, et que s'ils étaient orientés sur le solstice, c'était pas du tout ça, et qu'ils étaient orientés selon la géologie, etc. Et donc il fait un post vraiment pour nier toute possibilité de relation astronomique. Et donc j'ai repris son post et je l'ai décortiqué, j'ai décortiqué les différents points, et je vous montrerai que ces arguments ne tiennent pas du tout la route et qu'ils sont faux et incomplets. Et donc voilà, donc cette vidéo sortira sous peu, avec un petit article pour l'accompagner. Donc voilà, c'était à propos de l'astronomie et des mégalithes. Une chose qui est totalement niée par des chercheurs des environs de Karnak, les universitaires sur la région de Karnak, Cassel, Chéniaud, euh, font, je dirais, une forme de... on peut dire qu'ils oui, ils nient totalement la possibilité qu'il y ait d'astronomie. C'est quasiment un sujet tabou pour eux. Dans le documentaire qui s'appelait Karnak sur les traces d'Orient perdu, ce sujet n'a pas du tout été évoqué. Voilà. Je vous laisse avec ce petit mot de la fin, et puis je vous dis à bientôt, et puis surveillez cette vidéo qui sortira bientôt. Merci à tous.